Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Eramet? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, nous avons ici une compagnie qui exerce le secteur ici de la métallurgie, donc Eramet. Alors, l'entreprise ici en date d'aujourd'hui perd 20%, d'accord? 20% en une journée. Je dirais, est-ce que c'est surprenant? Non, pas du tout. Parce qu'on a déjà eu étudié ArcelorMittal ici. D'accord, sur cette chaîne-ci. Donc, allez-y, regardez la vidéo d'ArcelorMittal, vous allez voir que les deux sont liés en fait. Ce genre d'industrie-ci est particulièrement dangereuse dans le sens où, quand tout va bien, tout va très très bien. Mais quand le cycle se retourne ou commence à avoir des signes de retournement, c'est violent, ça paye cash. D'accord? Je dis bien ça paye cash. Donc, c'est le genre d'industrie que moi j'évite littéralement. Ou bien je vais aller avec des joueurs qui ont déjà eu tendance à avoir à traverser plusieurs crises, plusieurs variations de la commodité ici, parce qu'ici, ce sont des price takers. Donc, l'essentiel ici pour elle, c'est d'avoir les coûts de production les plus bas du marché. Et ne vous inquiétez pas, dépendamment de vos coûts de production, sachez que vos compétiteurs également vont essayer de faire la même chose, ce qui encourage les prix à aller à la baisse. Donc ici, je pense que c'est l'entreprise ici, la raison pour laquelle elle chute, c'est parce qu'on a réduit, Berenberg a réduit je pense qu'ils ont réduit leur note ici, un truc comme ça. Donc voilà, c'est bien, si vous voulez, vous pouvez aller lire cette information-ci. Mais nous, on sait déjà que depuis l'analyse sur les compagnies comme je dirais même pas Aperam, des compagnies comme ArcelorMittal, BHP Billiton, que j'aime bien, c'est une belle entreprise, Rio Tinto, qui est une belle entreprise, mais faites attention au prix actuel, faites attention aux marges actuelles, faites attention au free cash flow actuel, faites attention au PER actuel. Ce n'est pas durable. Ce n'est pas durable du tout. Donc, quand on prend Eramet, ne prenons même pas les informations d'aujourd'hui ni les informations du dernier trimestre. Ce genre d'entreprise ici, comment est-ce que je l'analyse? Premièrement, au niveau du revenu, au niveau de la croissance des revenus ici, je ne prendrai pas ici comment on appelle ça? Je ne prendrai pas ici le revenu actuel. Je vais normaliser les résultats. D'accord? Donc, je prends la médiane des résultats qu'on a connus sur une longue période de temps. Parce qu'ici, la variation de la commodité ici est également sur une longue période de temps. Et à peu près depuis 2014, le prix de l'acier diminue. Je pense qu'elle fait de l'acier, je pense bien, j'espère. Qu'importe, même si elle fait autre chose que de l'acier ici, le prix des matières, des commodités diminue depuis 2014. Et la période hausse a recommencé aux alentours de 2020, fin 2019 par là. Ok? Donc, Eramet ici a des revenus de 4 milliards 800 qui ont augmenté, mais ça ne veut rien dire du tout. Ce n'est pas la première fois qu'ils ont des revenus pareils. Donc, ça, c'est au niveau des revenus. Vous allez voir ici que les marges brutes, déjà, au niveau des marges brutes, j'aime bien pour les entreprises, pareil, avoir des marges brutes qui sont à peu près stables. Or, regardez ici, baisse des marges brutes, ça veut dire les coûts de production sont de plus en plus élevés. Quand on a des marges brutes qui baissent de plus en plus. D'accord? Donc, on n'a pas de price, on n'a pas d'avantage compétitif durable ici. Et vous constatez que depuis 2016 ici, les marges brutes augmentent, certes, on est à près de 75%, c'est bien. Mais en termes d'EBITDA, qu'est-ce qu'on obtient ici? Est-ce que les EBITDA également augmentent? C'est ce que je vais aller regarder ici. En marge d'EBITDA ici, oui, on se voit qu'on a une variation d'EBITDA depuis 2016 ici, mais on est aux alentours de 35%. C'est parfait. Mais n'oubliez pas que ce genre d'industrie ici, ça demande énormément de dépenses en capital. Je dis bien énormément. Donc, le free cash flow est très important ici. Or, quand je regarde les free cash flow, qu'est-ce que j'observe? Presque rien du tout. Regardez. Je vais le mettre ici. Peut-être que vous ne le voyez pas, mais quand je mets ça, ça vous donne une information générale. Enfin, c'est un peu plus coloré. Maintenant, vous pouvez voir que entre 2012 et 2016, on ne gagne pas d'argent. Entre 2017 et à peu près aujourd'hui, oui, on gagne de l'argent. On a connu une période assez difficile en 2019, mais ce n'est pas grave. Mais qu'est-ce que vous devez faire ici, vous, en tant qu'analyste? Vous devez prendre la moyenne, la médiane de cette période-ci. Pas la moyenne, la médiane. Donc, sur toute cette période-ci, sur les 20 dernières années, et ça, c'est en me situant, ça, c'est en date d'aujourd'hui, on gagne à peu près 160 millions d'euros en moyenne, tout en sachant qu'on peut traverser des périodes assez difficiles. Et quand on traverse une période assez difficile, qu'est-ce qui se passe? Augmentation de la dette ou augmentation des actions, parce que cette entreprise doit financer quoi? La dépense en capital. Entre 2004 et à peu près 2010, on gagne de l'argent. Décembre 2010 et
2013, vous voyez que on commence à gagner de moins en moins d'argent et on perd de l'argent à cette période-ci. Je vais le mettre annuellement. Ça sera plus facile ici. Quand je le mets annuellement ici, ça élimine la dernière période-ci. D'accord? Ça me permet déjà de voir une chose. Cette compagnie-ci ne peut même pas m'intéresser un tout petit peu. Je ne vais même pas perdre mon temps à continuer à la mettre même dans une quelconque watchlist parce que clairement, il n'y a rien d'exceptionnel ici. Ça, en regardant déjà les chiffres, je sais que c'est mort. Ça ne sert à rien de la mettre dans une watchlist. D'accord? Eramet, ce n'est pas une entreprise qui pourrait m'intéresser moi personnellement. Mais je continue ici. Vous voyez qu'à partir de 2010, on perd de l'argent. Ok? Entre 2012 et 2016, on perd de l'argent. Et qu'est-ce qui se passe entre 2012 et 2016? Le niveau d'endettement augmente. 1, 2, 3, 4. Le niveau d'endettement augmente. Et quand on gagne de l'argent, il commence à diminuer. Ok? Donc, nous avons une entreprise ici qui a financé son développement, enfin pas son développement, mais sa dépense en capital avec de la dette. C'est vrai que le niveau d'endettement n'est pas énorme parce que quand elle gagne beaucoup d'argent, elle repaie également cette dette-là. Si on regarde l'évolution de la dette nette ici, sur les 12 derniers mois, semble-t-il qu'il repaie également cette dette-là. D'accord? Donc la dette nette tend à diminuer ici, c'est généralement ce qu'elle fait ici. Et elle va se retrouver, si elle se retrouve, si le nouveau cycle recommence et que la dette nette n'a pas diminué, n'est pas à zéro, ça sera très difficile pour elle ici. Ok, j'ai vu ici qu'elle rachète ses actions, etc. Franchement, c'est la pire. Pourquoi est-ce que vous rachetez les actions? Je suis allé regarder les rapports financiers ici, j'ai même pas regardé, en fait, juste les informations. Je vois ici rachat d'actions propres, rachat d'actions propres, rachat d'actions propres. Les informations sur le rachat d'actions, c'est bien de racheter les actions, mais je pense qu'il aurait été préférable de garder du capital ici afin de pouvoir repayer la dette en priorité et constituer un trésor de guerre afin de pouvoir traverser le prochain cycle baissier. D'accord? Je ne sais pas si le cycle haussier actuel est terminé. Je n'ai pas dit qu'il est terminé. D'accord? Parce que je ne sais pas quel est le coût de production moyen ici et à partir de combien est-ce qu'ils gagnent de l'argent. Donc, moi, je sais déjà ici qu'en termes de dépenses, en termes d'allocation du capital, c'est vraiment pas la meilleure chose à faire de racheter des actions présentement ici, tout en sachant qu'on pourrait se retrouver dans un cycle baissier à nouveau. OK? Donc, au niveau de l'évaluation de cette compagnie-ci, vous voyez déjà que ça sera difficile. Donc, je vais prendre la moyenne de ce qu'on a connu sur les dernières années. D'accord? En termes de free cash flow médian. La moyenne. Je ne cherche même pas les net income médians parce que je pourrais également faire la même chose ici. Si je prends les net income médians ici, vous voyez qu'ils sont encore plus bas que ça. D'accord? Presque insignifiants même. OK? Et si je prends les 10 dernières années, on est à moins 114 millions. Mais attention ici, ce n'est pas parce qu'on perd 700 millions ici en termes de net income qu'on va payer la même chose en termes de free cash flow. Donc, c'est pour ça que je prends les free cash flow ici pour ce genre de compagnie ici. En tout cas, les compagnies minières, c'est important de regarder le free cash flow. D'accord? Donc, pour les free cash flow ici moyens, nous sommes aux alentours. Sur les 10 dernières années, vous allez voir que nous sommes à 159 millions. Sur les 10 dernières années, ok? Je vais les mettre ici en 12 sur les 12 derniers mois ici. Vous voyez qu'on a moins 180 millions. Sur les 20 dernières années, on est à plus 163 millions. Donc, en prenant déjà le 163 millions, d'accord, c'est avec des pincettes. Parce que ça ne sert à rien d'aller rechercher les marges ici. D'accord? Parce que les marges montent, ça diminue, on ne sait même pas où est-ce qu'on doit mettre la tête. 163. Je ne paierai pas plus de 10 fois les bénéfices pour cette compagnie-ci. Admettons même que c'est une belle entreprise, elle peut rapporter 15% en moyenne ici. Admettons, je dis bien admettons. Voilà, je ne peux pas payer plus que 15 fois les bénéfices pour ce genre de compagnie ici. Quand vous mettez ici price to free cash flow, par exemple, le price to free cash flow moyen ici, le price to free cash flow, je prends ça ici, price to free cash flow, d'accord? Vous allez voir ici qu'on aura tendance à voir des chiffres aberrants, littéralement. Je prends ici, actuellement, on est à 5 fois les free cash flow. Vous allez vous dire, ah, c'est sous-évalué, mais c'est sous-évalué parce qu'on rapporte beaucoup d'argent en date d'aujourd'hui. Or, la moyenne ici, c'est 20 fois c'est 10 fois les bénéfices, 10 fois les free cash flow. Vous voyez la moyenne, d'accord, sur les 20 dernières années. Sur les 10 dernières années, vous allez voir que la moyenne, c'est 7 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, 6 fois les bénéfices. Donc, je vais prendre 10 fois les bénéfices. On a nos 163 millions multipliés par 10 fois les bénéfices, moins la dette nette. La dette nette actuelle, c'est combien? Dette nette actuelle, on est à combien? Net dette, nous sommes aux alentours de 748 millions, d'accord? Moins 748 millions, d'accord? Ça me donne ici 882 millions, divisé par le nombre d'actions. Donc, le nombre d'actions actuelles ici, on est à combien? Nous sommes aux alentours de 29 millions d'actions. Vous voyez également que le nombre d'actions tend également à augmenter. Donc, 29 millions d'actions, donc divisé par 29. Donc, idéalement, à partir de 30 euros, je pourrais peut-être regarder cette compagnie. 30 euros.
je pourrais peut-être regarder cette compagnie. Mais je vous dis déjà que même à 15 euros, ça ne va même pas m'intéresser un tout petit peu. Il n'y a rien d'exceptionnel ici. Franchement, ne perdez pas votre temps avec ce genre de compagnie ici. Allez ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, on gagne de l'argent, demain, on ne gagne pas d'argent et le marché peut réagir de manière différente. On a un certain niveau d'endettement, même si on peut payer cette dette-là en date d'aujourd'hui. Mais voilà, je me dis, est-ce que ça vaut la peine de dormir avec des maux de tête parce qu'on a investi sur Hermès? On se dit que oui, le cycle actuel va continuer. Ça, c'est clairement une entreprise sur laquelle on spécule. On spécule que le cycle va continuer avec plus élevé. Le cycle haussier va au moins durer sur les 12-18 prochains mois. Mais moi, personnellement, en tant qu'investissement, zéro, jamais. Elle distribue un dividende exceptionnel. J'ai vu ici qu'on distribue un dividende ici. Moi, je peux déjà vous dire que ce dividende-là n'est pas safe. Elle ne devrait même pas s'amuser à payer un dividende ici. Je ne sais même pas pourquoi elle le fait. D'accord? Donc, clairement, en termes d'allocation du capital, c'est nul. Zéro. Juste en regardant ça ici, je sais déjà que le management ici ne prend pas les bonnes décisions. J'aurais repayé la dette, premièrement, mis du cash en banque, j'aurais engrangé énormément, donc un trésor de guerre, afin de pouvoir me protéger à long terme. Ou bien, j'aurais à peu près essayé de faire le maximum d'économies en termes de coûts. Mais Eramet, ce que je vois ici, franchement, ça me fait même mal au ventre d'étudier ce genre de compagnie ici. Mais voilà, si vous êtes investi sur Eramet, franchement, sortez de là rapidement. Et vous savez que je n'ai pas l'habitude de le dire. Sortez de là. Ce n'est pas un investissement à long terme. C'est de la spéculation. Et moi, je ne sais pas spéculer. Maintenant, si vous aimez spéculer, allez-y. Mais franchement, en tant qu'investissement, 0, 0, 0. Au prix actuel même, je trouve que l'entreprise est encore surévaluée et je pense qu'on pourrait même encore aller plus loin que ça. Parfois même, ce genre d'entreprise, si vous voulez même l'acheter à un prix assez... J'ai des entreprises qui ont des actifs tangibles par action très stables dans le temps. Or, vous remarquez ici que nous avons des actifs tangibles par action de 89 euros ici en 2013. Et en 2020, on se retrouve à 11 euros. Donc, actuellement, on est à 42 euros et rien ne vous dit que l'année prochaine, on ne sera pas à 5 euros, par exemple. Donc, on n'a aucune stabilité au niveau des actifs tangibles nets par action. Également, les actifs tangibles nets par action fluctuent par rapport à certaines informations, surtout si elle a des mines ici et que le prix de l'action diminue. Donc, elle doit déprécier la valeur de ces mines également. OK? Donc, parce que cette valeur-là est adossée au prix de la commodité ici. Donc, si le prix de la commodité est à un niveau élevé, on aura une valeur plus élevée. Si le prix de la commodité baisse, on aura une valeur moins élevée. Donc, faites attention également à ça ici. Donc, moi, personnellement, Eramet, c'est une compagnie qui va m'intéresser aux alentours des 30 euros. Et encore, il faudrait vraiment qu'on me fouette pour acheter ce genre de compagnie ici. C'est pas une compagnie qui pourrait m'intéresser. Sortez-là. Elle ne mérite même pas être dans une watchlist. Les compagnies minières qui méritent d'être dans des watchlists ici, par exemple, c'est des entreprises comme Rio Tinto, très bien gérées. BHP Billiton, très bien géré. Allez-y voir à quoi ressemblent les rapports financiers de Rio Tinto. Vous allez voir qu'on sort, c'est littéralement quelque chose de différent. Si on compare même à ArcelorMittal, je dirais même que ArcelorMittal est extrêmement bien géré pour une entreprise qui exerce dans un secteur très difficile. D'accord? Vous allez voir que les Rio Tinto, la rentabilité est importante. Non, pourquoi? Parce que les coûts de production, elle a l'obligation ici d'avoir les coûts de production les plus bas du marché. Donc, elle ne prend pas n'importe quelle mine. D'accord? Quand le prix de la commodité est élevé, elle va exploiter les mines qui ont les coûts de production les plus élevés pour pouvoir les rentabiliser. Quand le prix de la commodité diminue, elle va exploiter les mines qui ont les coûts de production les plus bas pour pouvoir gagner de l'argent, même quand le prix est à un niveau assez bas. OK? Donc, ici, c'est le coût de production qui compte. Regardez. 2014 à aujourd'hui, on a connu un cycle baissier sur le minerai de fer. Et vous voyez ici que c'est une entreprise qui gagne de l'argent toujours, Rio Tinto. Elle gagne de l'argent. BHP, c'est la même chose, de belles entreprises. Mais Eramet, franchement, je pense qu'il y a mieux. Donc, pour Eramet ici, vous comprenez mon dégoût, excusez-moi. Franchement, ce n'est pas une entreprise bien gérée. Elle ne mérite pas être dans une watchlist. Elle ne devrait même pas être dans le portefeuille de quelqu'un qui se respecte pour un investissement à long terme. Pour de la spéculation, d'accord, mais surtout pas pour un investissement. Donc, le dividende, même n'en parlons pas, il n'est même pas safe. Ne comptez même pas dessus. Et ça, aujourd'hui, c'est 60 euros. Demain, il y a de fortes chances qu'on se retrouve à 30 euros, sinon moins que ça. Mais sûrement pas un investissement. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.